bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et contexte des grandes croisades. Avant le déclenchement des grandes croisades, l'Europe et le Moyen-Orient se trouvaient dans un contexte complexe, marqué par des tensions religieuses, politiques et sociales. La chrétienté occidentale, unie sous l'autorité du pape et des royaumes européens, connaissait une période d'expansion démographique et de consolidation du pouvoir des seigneurs féodaux. Ces facteurs ont créé un climat propice à la mobilisation collective pour une cause à la fois spirituelle et politique. La situation religieuse était au cœur de ce mouvement. Le christianisme catholique considérait Jérusalem comme un lieu sacré indispensable à la foi, sur lequel les pèlerins éprouvaient de grandes difficultés d'accès en raison de la domination musulmane. Ce contrôle musulman, établi depuis plusieurs siècles, était perçu par beaucoup comme un obstacle à la libre circulation vers les lieux saints. Cette perception avait été exacerbée par des récits souvent dramatiques sur les souffrances des pèlerins, parfois exagérés mais porteurs d'une forte charge émotionnelle. D'un point de vue politique, l'Europe était fragmentée en multiples principautés et royaumes souvent en rivalité les uns avec les autres. Un important élément ayant contribué à l'émergence des croisades fut la volonté du pape d'affirmer son autorité face à ces divisions. Il s'agissait aussi d'offrir une nouvelle forme de discipline militaire et spirituelle pour canaliser les ambitions guerrières des chevaliers, parfois engagés dans des conflits internes. En proposant une guerre sainte dirigée vers l'extérieur, l'Église cherchait à restaurer l'ordre et à renforcer son prestige. Par ailleurs, les transformations sociales jouaient un rôle essentiel. La croissance démographique et économique de l'époque marquait le passage à un nouveau cycle de développement. L'essor urbain et les échanges commerciaux accrus avaient à modifier les structures traditionnelles, entraînant une certaine instabilité, mais aussi des opportunités. Dans ce contexte, le départ vers la Terre Sainte offrait une alternative à la vie souvent difficile des populations rurales. La promesse d'indulgence et de récompense spirituelle motivait de nombreux participants. Il faut aussi considérer les relations entre les différentes religions dans la région. Le monde musulman, bien que divisé entre diverses dynasties, contrôlait Jérusalem et les territoires environnants. Le christianisme oriental, notamment représenté par l'Empire byzantin, entretenait des liens complexes à la fois avec l'islam et l'Occident. Cette toile de relations internationales influençait les événements et les alliances, parfois fragiles, qui précédaient les campagnes militaires. Les croisades ne doivent pas être vues seulement comme des conflits militaires. Elles s'inscrivent dans un cadre plus large de phénomènes sociaux, religieux et culturels. Le mélange d'intentions spirituelles, de motivations politiques et d'ambitions personnelles explique en grande partie leur ampleur et leur durée. La notion de guerrier chrétien partant à la reconquête des lieux saints fut un puissant moteur pour les populations de l'époque. La propagande religieuse jouait un rôle crucial dans la mobilisation. Les sermons prêchés dans les cathédrales, l'appel à la pénitence et la promesse de salut contribuaient à créer un mouvement d'une grande ampleur. Ces messages étaient soigneusement élaborés pour encourager la participation, en insistant sur les bénéfices spirituels d'une telle entreprise. Le pape Urbain II, lors du concile de Clermont en l'an 1495, fut une figure majeure de cette dynamique d'appel. Il est également important de comprendre l'impact économique de ce contexte. L'ouverture des routes commerciales, la prospérité des villes portuaires et des marchands participaient à renforcer les liens entre l'Europe et le Proche-Orient. La perspective de sécuriser ou d'élargir ces échanges accentuait l'intérêt des élites politiques et économiques pour une intervention en Terre Sainte. Ces facteurs stratégiques ne devaient pas être sous-estimés dans l'analyse des motivations derrière les croisades. Les conditions internes des royaumes européens, notamment le phénomène de primogéniture et les conflits successoraux, ont aussi influencé la décision des nobles de partir en croisade. Pour certains cadets de familles nobles sans héritage, la croisade représentait une chance d'acquérir terre et fortune ailleurs. Cette dimension sociale explique en partie le large éventail de participants à ces campagnes. Dans le même temps, en Orient, la situation n'était pas statique. Les États musulmans étaient eux-mêmes divisés, souvent en compétition. Cette fragmentation
a facilité, par moments, les avancées des croisés. Mais elle a aussi favorisé des alliances locales inattendues, rendant les relations encore plus complexes. Ce contexte mouvant préparait le terrain à des décennies de conflits, de négociations et de coexistence. L'environnement religieux était profondément marqué par des traditions millénaires. Le judaïsme, présent dans la région, avait lui aussi un rôle discret mais constant. Par ailleurs, les récits et légendes populaires dans chaque civilisation de l'époque contribuaient à renforcer la symbolique des lieux saints et des personnages historiques. Ces éléments culturels enrichissaient la perception collective des croisades. À mesure que les tensions augmentaient, les décisions prises par les autorités religieuses et politiques devinrent cruciales pour orienter le flux des événements. La conjonction des dynamiques internes en Europe et en Orient expliquait en grande partie le déclenchement d'un tel mouvement. Il ne s'agissait pas d'un simple choc militaire, mais d'un phénomène aux dimensions multiples, mêlant croyance, pouvoir et survie sociale. Les grandes croisades allaient ainsi s'inscrire dans un temps long, marqué par une succession d'expéditions, de victoires et de revers. La compréhension de ce cadre initial est essentielle pour saisir la complexité des événements. Le contexte religieux, politique et social jette les bases nécessaires à l'étude de ces décennies d'histoire mêlant foi et politique. En conclusion, la convergence des intérêts religieux, politiques et sociaux dans l'Europe du XIe siècle a préparé l'émergence des croisades. Ce mouvement fut bien plus qu'une série de batailles. Il reflétait une époque aux transformations profondes. La Terre Sainte apparaissait comme un objectif symbolique et concret, autour duquel s'articulaient de nombreuses motivations. Les changements démographiques, l'affirmation de l'Église, les rivalités politiques et la dynamique commerciale forment un ensemble indissociable. Comprendre cet ensemble permet de mieux saisir pourquoi cette période a donné lieu à une mobilisation de telle ampleur. Chaque facteur s'entrelace pour constituer un tableau global, éclairant les origines des croisades. Cette analyse du contexte historique prépare ainsi le terrain à l'exploration des événements proprement dits. La série se poursuivra avec l'étude détaillée du premier appel à la croisade, ses modalités et ses conséquences immédiates. Les grandes croisades prendront corps dans cette lumière préparée par une vision précise du monde avant leur déclenchement. Appel à la croisade et première réaction. L'appel à la croisade lancé par le pape Urbain II en 1088 est un moment déterminant dans l'histoire médiévale européenne. Ce discours prononcé lors du concile de Clermont invite les chrétiens de toute l'Europe à prendre les armes pour libérer Jérusalem et les lieux saints du contrôle musulman. Cette convocation n'est pas seulement un appel religieux, mais aussi une incitation politique et sociale, qui résonnera profondément dans les mentalités et les structures de l'époque. La réaction à cet appel fut diverse et immédiate. Les seigneurs, en quête de prestige et de terre, virent dans cette expédition une opportunité de renforcer leur pouvoir ou de s'affirmer. Pour certains, le départ en croisade représentait une sorte de rachat spirituel, un moyen d'expier des péchés graves par un engagement militaire considéré comme juste. Parallèlement, une partie importante des chevaliers répondit à cet appel en s'engageant avec un sentiment de devoir moral, motivé par une foi sincère et par la promesse de récompenses célestes. Par ailleurs, les populations rurales et urbaines furent prises dans un mouvement d'enthousiasme qui traduisait à la fois espoir et peur. Ce contexte de troubles multiples entre rivalité féodale et insécurité économique alimentait la volonté de participer à une entreprise collective de grande ampleur. Cependant, la mobilisation ne fut pas uniforme. Certains coins de l'Europe, plus éloignés ou moins touchés par cet appel, restèrent hésitants, voire indifférents, face à cette croisade présentée comme une mission sacrée. Il faut également souligner la complexité des motivations individuelles et collectives. Le désir d'aventure, souvent associé à la soif de richesse et de terres lointaines, se mêlait aux préoccupations plus profondes liées à la foi et à la sauvegarde de la chrétienté. La promesse d'indulgence plénière accordée par le pape attirait notamment ceux qui cherchaient à assurer leur salut éternel. Ce mélange d'intentions était à l'origine d'un élan sans précédent, mêlant spatialement la noblesse guerrière et la masse des pèlerins. La prise en compte des enjeux géopolitiques est essentielle pour comprendre l'ampleur de cette mobilisation. L'Europe chrétienne
connaissait alors des fragmentations internes importantes, mais l'appel à la croisade constituait un moment d'union temporaire autour d'un objectif commun. Ce projet de récupération des territoires dits saints était soutenu par une idéologie qui valorisait la guerre comme un engagement sacré. Cette idéologie permit de justifier des efforts considérables mobilisant hommes et ressources dans une entreprise périlleuse. Parmi les seigneurs qui répondirent présents, certains consolidèrent leur pouvoir en organisant des contingents conséquents, tandis que d'autres durent composer avec des alliances fragiles et des oppositions locales. Ces disparités rendèrent la coordination de la première croisade complexe, mais la détermination initiale permit de franchir des obstacles logistiques et stratégiques nombreux. En outre, la présence de princes et de chevaliers renommés assurait une certaine légitimité à cette expédition collective. Les populations non nobles jouèrent un rôle indirect mais non négligeable. En effet, le départ des chevaliers laissa parfois des territoires fragilisés qui durent faire face aux incertitudes économiques. Par ailleurs, la diffusion des messages pontificaux et des récits liés à la croisade influença la culture populaire, entre idées religieuses, espoir de changement et peur diffuse. Ces derniers éléments participèrent à l'émergence d'un imaginaire collectif autour de la croisade, teinté d'ambiguïté. L'appel à la croisade coïncidait aussi avec des bouleversements religieux et sociaux. Les tensions entre différentes confessions chrétiennes, notamment entre catholiques et orthodoxes, prirent parfois le pas sur l'élan commun. Pourtant, cet appel fondé sur la défense de la foi permit un moment d'intensité spirituelle partagée, même si ce fut souvent au prix de violences et controverses. La croisade devait assumer un rôle sanctifié dans la conscience chrétienne médiévale. Il convient de noter encore l'impact de cet appel sur la pensée politique et militaire du temps. La mobilisation de forces diverses, leur coordination et la logistique d'une expédition lointaine firent évoluer les pratiques militaires et administratives. Ce fut également un premier test pour la capacité collective à projeter une puissance organisée au-delà des frontières traditionnelles de l'Europe. Le succès ou l'échec à venir dépendait en partie des réponses initiales suscitées par ce vibrant appel. Dans cet ensemble mouvant, les mythes et récits se développèrent rapidement. Les histoires de chevaliers exemplaires, de miracles accomplis et de batailles héroïques alimentèrent une tradition qui devait inspirer les générations suivantes. Ces récits, tout en magnifiant les exploits, contribuèrent à structurer une mémoire collective autour des croisades, avec leurs ambiguïtés et leurs contradictions. Cette mémoire allait influencer non seulement l'histoire, mais aussi la culture de l'Occident chrétien. Ainsi, la réponse à l'appel du pape Urbain II fut un phénomène complexe, mêlant aspiration religieuse, motivation politique et réalité sociale. La mobilisation des seigneurs, la participation des chevaliers et les réactions des populations traduisirent une dynamique globale qui dépassa largement le cadre purement spirituel pour englober des enjeux profonds et multiples. Cette convergence temporaire permit de lancer une des expéditions les plus marquantes du Moyen-Âge. Le chemin vers la Terre Sainte, préparé par ce rassemblement, serait alors lourd de défis. Les conséquences de cet engagement se feraient sentir dans les décennies suivantes, modelant l'histoire européenne et méditerranéenne. La complexité de ces réactions initiales prépare le terrain pour les événements à venir et les véritables enjeux des croisades qui se dérouleront au cours des années suivantes. En poursuivant cette étude, nous pourrons explorer les étapes concrètes du départ des croisés, les difficultés rencontrées lors de leur voyage, ainsi que les premiers affrontements qui définirent le caractère de cette expédition. Ces éléments permettront de mieux comprendre la portée réelle et les implications profondes de cet appel mobilisateur. La première croisade est la prise de Jérusalem. La première croisade s'inscrit dans un contexte marqué par des conflits entre chrétiens et musulmans pour le contrôle des terres saintes. Au tout début du XIe siècle, la possession de Jérusalem suscite des tensions croissantes, car la cité détient une importance capitale pour plusieurs religions. L'appel à la croisade est lancé par le pape Urbain II lors du concile de Clermont en l'an 1889. Ce discours vise à mobiliser les fidèles pour venir en aide à l'Empire byzantin, menacé par l'avancée des Turcs seldjoukides. Ainsi, de nombreuses bandes de chevaliers et de pèlerins se rassemblent pour entreprendre ce long voyage vers l'Est, principalement en direction de Jérusalem. Le trajet est difficile et semé d'embûches, traversant plusieurs royaumes et régions du continent européen.
Ces premiers croisés sont principalement motivés par des raisons religieuses, mais aussi par des perspectives de gain territorial et de prestige. L'organisation reste cependant précaire, avec des effectifs souvent mal équipés et insuffisamment préparés aux défis militaires à venir. Le périple vers la Terre Sainte débute véritablement à partir des régions occidentales. La route traverse les Balkans, où les relations avec les populations locales se révèlent complexes. Plus à l'est, lors de la traversée en Anatolie, les croisés affrontent les troupes turques qui contrôlent alors une grande partie de la région. Ces affrontements sont marqués par plusieurs batailles importantes, comme celle de Nicée et de Dorilé, où les troupes chrétiennes obtiennent des victoires significatives. Ces succès permettent l'ouverture d'un corridor vers la Syrie et la Palestine. La progression vers Jérusalem est aussi lente, car il faut prendre en compte les besoins logistiques et la gestion des territoires conquis. Les croisés établissent des forteresses et des points d'appui comme Antioche, qui deviennent des bastions stratégiques. Cette étape est cruciale, car la prise d'Antioche permet de sécuriser l'avance vers le sud, tout en provoquant une forte hostilité de la part des dirigeants musulmans locaux. À mesure que les forces chrétiennes approchent de la ville sainte, la tension monte. La préparation à un siège s'organise. Le siège de Jérusalem commence au début du mois de juin 1899. Il s'agit d'une opération militaire majeure, impliquant l'ensemble des forces de la croisade. Les croisés mettent en œuvre des techniques d'assaut variées, s'appuient sur des machines de siège et sur la coordination des différentes unités de combat. Le siège dure plusieurs semaines, pendant lesquelles la ville est encerclée et ses ressources limitées. Les assaillants maintiennent une pression constante tout en évitant les pertes inutiles. Finalement, la chute de Jérusalem a lieu en milieu de juillet de la même année. La ville est prise après un moment décisif où les croisés réussissent à pénétrer dans ses murs. La prise de la cité est un événement majeur qui marque une étape essentielle de la première croisade. Elle symbolise le retour des lieux saints sous contrôle chrétien, du moins pour une période qui durera presque un siècle. Ce succès militaire est également interprété comme un geste divin, renforçant la foi des croisés et la légitimité de leur entreprise. Cependant, la conquête s'accompagne aussi de violences importantes, qui restent un sujet d'étude complexe et controversé pour les historiens. La nature des combats et les décisions prises pendant le siège illustrent les réalités brutales des guerres médiévales. En parallèle, cet épisode renforce les relations entre les sociétés chrétiennes d'Occident et les communautés locales du Levant, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques politiques et culturelles. La gestion des territoires conquis suscite aussi des débats internes entre les chefs de la croisade. La première croisade se conclut avec l'établissement de plusieurs États latins en Orient, notamment le royaume de Jérusalem. Ces entités sont conçues comme des prolongements des ambitions européennes, mais elles restent fragiles face à un environnement politique très instable. À partir de là, les tensions entre croisés et musulmans se poursuivent, annonçant d'autres conflits qui marqueront les décennies suivantes. La mémoire de cette phase inaugurale conserve un poids important dans l'histoire médiévale et dans la symbolique religieuse. Ce récit, au-delà des événements militaires, met en lumière la complexité d'une période où la foi et la politique s'entremêlent étroitement. Il rappelle que les croisades ont façonné durablement le paysage du Moyen-Orient et les relations entre les cultures. La première croisade, bien que fascinante par ses enjeux, reste aussi empreinte des limites et des contradictions de son temps. L'étude de ces aspects permet de mieux comprendre les fondements d'une histoire souvent réduite à ses seuls épisodes les plus spectaculaires. En regardant plus loin, il devient évident que les conséquences de la prise de Jérusalem dépassent ce moment précis. Elles provoquent des réactions en chaîne qui affecteront profondément les rapports internationaux. L'idée même de croisade se perpétuera, alimentant des mouvements ultérieurs aux motivations variées. Ce premier épisode demeure ainsi une référence centrale dans la mémoire collective, suscitant à la fois fascination et questionnement. Le récit de cette période invite à la réflexion sur les liens entre religion, pouvoir et conflits dans l'histoire humaine. En conclusion, la première croisade, par la marche vers Jérusalem et sa prise, matérialise un moment où des forces multiples convergent vers un but commun, mêlant croyance et ambition. Cet épisode historique, présenté ici dans une perspective mesurée, dévoile les mécanismes d'une entreprise complexe qui a laissé une trace indélébile.
La compréhension de ces événements appelle à considérer les multiples facettes de la société médiévale, ainsi que les enchevêtrements culturels qui en découlent. L'exploration de cette phase conduit naturellement à poursuivre l'étude des croisades suivantes, marquées par d'autres défis et transformations. La création des États latins d'Orient. Au cours de la première croisade, lancée à la fin du XIe siècle, les forces occidentales parvinrent à conquérir plusieurs territoires en Terre Sainte. Cette conquête ne se limita pas seulement à des victoires militaires. Elle engendra aussi la création de nouveaux États latins au cœur de l'Orient. Ces États se distinguèrent par leur organisation politique et militaire, forgée à partir des traditions occidentales adaptées aux réalités du Moyen-Orient. La fondation de ces entités politiques fut une réponse pragmatique aux exigences du contrôle territorial et à la nécessité d'assurer la sécurité des populations chrétiennes et des pèlerins. 4 principales entités virent ainsi le jour: le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. Chacune disposait d'une structure administrative propre, avec un souverain exerçant son autorité sur les terres et les vaillants chevaliers qui y résidaient. Ces États furent organisés selon un système féodal importé d'Europe, où les seigneurs locaux tenaient des terres en échange de services militaires. Cependant, cette organisation se confronta rapidement à la complexité d'un environnement culturel et religieux très différent. La coexistence avec les populations musulmanes, chrétiennes orientales et juives, imposa des formes d'adaptation dans l'administration et le commerce. Les alliances et les conflits étaient fréquents, reflétant la diversité des intérêts en présence. L'économie de ces États reposait en grande partie sur le contrôle des routes commerciales et sur le commerce maritime. Les ports de la Méditerranée orientale devinrent des centres névralgiques, attirant marchands et artisans en provenance d'Europe comme du Proche-Orient. Cette dynamique contribua à la richesse relative des États latins, tout en renforçant leur dépendance aux échanges extérieurs. La fiscalité, élaborée pour soutenir les efforts militaires et administratifs, s'adaptait en fonction des ressources disponibles. Sur le plan militaire, la défense des territoires acquis fut un défi constant. Les conquêtes n'avaient pas éliminé la présence musulmane environnante, bien au contraire. Des conflits intermittents, ainsi que des sièges prolongés, rythmaient la vie des croisés. Pour maintenir la paix, les États latins durent développer des alliances, parfois fragiles, avec les pouvoirs locaux. Ces accords étaient souvent dictés par des intérêts communs, mais leur pérennité restait incertaine. L'importation des institutions européennes permit l'émergence d'un droit propre à ces États. Les coutumes et les lois traditionnelles se mélangèrent aux réglementations apportées par les seigneurs occidentaux. L'administration judiciaire reposait sur des conseils composés de nobles et de représentants des différentes communautés. Ce système, bien que complexe, apporta une certaine stabilité et permit la gestion des conflits internes. La société dans ces États fut marquée par une coexistence parfois tendue, mais aussi par des échanges culturels. Les populations locales conservèrent souvent leurs traditions religieuses et sociales, créant un environnement pluraliste. Les croisés eurent parfois recours à l'emploi de soldats et d'administrateurs locaux, tirant parti de leur connaissance du terrain et des réseaux traditionnels. Ce pragmatisme contribua à la survie de ces territoires qui demeuraient isolés du monde latin. Les châteaux et fortifications jouèrent un rôle central dans la consolidation de la présence latine. Ces ouvrages stratégiques servaient à contrôler les territoires et à protéger les populations. Leur architecture fusionna parfois des techniques orientales et occidentales, témoignage matériel des échanges interculturels. Les campagnes agricoles autour de ces forteresses apportaient les ressources nécessaires à la subsistance des habitants. Les relations diplomatiques furent un autre aspect crucial de la vie politique de ces États. Les contacts avec les puissances locales, ainsi qu'avec des royaumes byzantins ou d'autres entités chrétiennes, furent constamment entretenus. Ces relations oscillaient entre coopération et rivalité selon les circonstances, et participèrent à la complexité géopolitique de la région. La diplomatie cherchait souvent à éviter des conflits majeurs, tout en conservant les acquis. Les critiques et les mythes entourant la création de ces États latins ne doivent pas occulter la réalité de leur existence et de leur importance historique. Ils sont souvent perçus à travers le prisme de récits postérieurs, parfois déformés par des interprétations passionnelles. Pourtant, leur étude attentive révèle une démarche d'adaptation, de gouvernance et de coexistence,
inscrites dans une période troublée mais riche en échanges. Au fil du temps, ces États durent faire face à des défis croissants, tant internes qu'externes. L'émergence de forces musulmanes unifiées, les tensions avec d'autres pouvoirs chrétiens, ainsi que les difficultés économiques mirent à l'épreuve leur stabilité. Toutefois, leur existence représenta un épisode majeur dans l'histoire des relations entre Occident et Orient, marquant le Moyen-Âge d'une empreinte durable. L'analyse de cette période met en lumière les mécanismes qui permirent la création et la survie de ces entités dans un environnement complexe. Leur histoire éclaire autant les succès que les limites d'une entreprise politique et militaire singulière, fondée sur la rencontre et parfois le choc des cultures. La compréhension de ces dynamiques offre des clés précieuses pour appréhender l'évolution du monde méditerranéen au cours du Moyen-Âge. Cette réflexion invite à considérer les États latins non seulement comme des vestiges guerriers, mais aussi comme des espaces d'interaction profonde, où se croisèrent des traditions diverses. Ces territoires constituèrent des laboratoires d'expérimentation politique, sociale et économique à une époque où les frontières et les identités étaient en constante évolution. Leurs héritages se retrouvent dans les paysages, les mémoires et les récits historiques qui suivent. La pérennité relative de ces États dépendit aussi de leur capacité à nouer des liens solides avec leurs voisins et à gérer les complexités internes. Leur histoire souligne l'importance de la diplomatie, de la tolérance relative et de la flexibilité institutionnelle dans des contextes de domination étrangère. À travers cette expérience, on perçoit les nuances entre conquête militaire et gouvernance durable. C'est ainsi que, malgré les nombreux obstacles, les croisés parvinrent à établir des structures politiques qui marquèrent durablement la région. Ces entités ne furent pas de simples avant-postes, mais des centres de pouvoir influents aux contours fluctuants. L'étude détaillée de leur naissance et de leur fonctionnement contribue à mieux comprendre les enjeux historiques de cette époque. Ce panorama révèle également la complexité des interactions entre différents groupes religieux et culturels. Loin d'être homogènes, les populations des États latins d'Orient formaient un tissu social composite, avec ses solidarités et ses tensions. Cette diversité posa des questions récurrentes sur l'intégration, la coexistence et le contrôle politique. En conclusion, la création des États latins d'Orient illustre une période où se mêlent conquête, administration et vie sociale. Ces États furent le fruit d'un équilibre fragile entre pression extérieure et adaptation locale. Leur étude offre une perspective riche et nuancée sur l'histoire médiévale, enrichissant la compréhension du monde tâtonnant qui se forma au contact des civilisations. La suite de cette histoire se penchera sur les défis spécifiques rencontrés par ces territoires dans leurs efforts pour préserver leur existence face aux évolutions régionales, les relations entre chrétiens, musulmans et autres cultures. Au cours de la période des croisades, les relations commerciales entre les sociétés chrétiennes et musulmanes furent particulièrement actives. Des villes telles qu'Antioche, Jérusalem ou encore Acre étaient des centres névralgiques où marchandises et idées circulaient. Les commerçants européens se déplaçaient vers l'Orient en quête de produits raffinés, tels que les épices, les textiles précieux ou les pierres rares. Ce commerce profitait également aux populations locales et aux marchands musulmans qui y voyaient des opportunités économiques significatives, favorisant ainsi une certaine interdépendance. Par ailleurs, les interactions culturelles s'exprimaient dans l'échange de savoirs et de technologies. Les croisés eurent accès aux avancées scientifiques et médicales développées dans le monde islamique, notamment en astronomie, en mathématiques et en médecine. Traductions d'ouvrages arabes en latin permirent aux Européens d'enrichir leurs connaissances, comme celles des œuvres d'Hippocrate ou de Galien. Ces transferts culturels témoignent d'une dynamique intellectuelle ouverte, même dans un contexte de conflit. Toutefois, cette période ne fut pas exempte de malentendus et de violences. Les divergences religieuses, les rivalités politiques et les différences de mentalité engendrèrent parfois des situations de méfiance ou d'hostilité. Les croisades furent souvent justifiées par une idéologie religieuse stricte qui contribuait à une stigmatisation des musulmans et des autres croyances. Cette vision réductrice ne reflète cependant pas toute la réalité des contacts entre ces mondes. On observe également des formes de coexistence plus apaisées, notamment dans les États latins d'Orient, où chrétiens, musulmans et juifs cohabitaient parfois sous un même régime. Ces sociétés pluriculturelles développèrent des modes de gouvernance adaptés, tenant compte de la diversité religieuse.
Des accords furent négociés pour assurer la liberté de culte ou la protection des communautés, même si ces arrangements pouvaient être fragiles. L'aspect militaire, qui domine souvent le souvenir des croisades, s'intègre à ces réalités plus larges. Les alliances tactiques entre croisés et certains seigneurs musulmans démontrent la complexité des relations. À plusieurs reprises, intérêts politiques ou économiques ont surpassé les clivages religieux, donnant lieu à des coalitions temporaires. Ces alliances stratégiques révèlent que les motivations des acteurs ne se limitaient pas à une opposition religieuse univoque. L'étude des pratiques sociales et des modes de vie permet également de mieux comprendre ces relations. On constate des échanges dans les arts, la gastronomie et même dans les vêtements. Les influences croisées transformèrent progressivement les sociétés, les rapprochant parfois au-delà des frontières traditionnelles. Ces emprunts culturels témoignent d'un dialogue sous-jacent malgré les tensions. De surcroît, il ne faut pas minimiser le rôle des populations locales dans ces dynamiques. Ni simples spectateurs ni victimes passives, elles participaient activement à la vie quotidienne des territoires conquis. Leur savoir-faire, leur langue et leurs traditions façonnaient les interactions, parfois en dépit des politiques officielles. Ces populations jouèrent un rôle de pont entre les différentes communautés. Dans ce contexte, les mythes entourant les croisades méritent également une attention particulière. Les récits hagiographiques et les chroniques médiévales ont souvent véhiculé une image manichéenne du conflit, opposant forces du bien et du mal. Cette construction idéologique a influencé nos perceptions modernes, obscurcissant la complexité historique. Une lecture critique des sources permet de distinguer la réalité des interprétations propagées. Le dialogue interreligieux, bien que limité et souvent conflictuel, a néanmoins trouvé des espaces d'expression. Des échanges entre théologiens, échanges de lettres ou même des débats témoignent d'une volonté occasionnelle de compréhension mutuelle. Ces initiatives, parfois marginales, montrent que le contact entre cultures pouvait donner lieu à des réflexions communes sur la foi et la coexistence. À travers ces différentes dimensions, il devient clair que les grandes croisades furent bien plus qu'une simple confrontation armée. Elles furent un moment charnière où s'entremêlèrent guerre, échanges et dialogues, où se jouèrent des jeux d'alliance aussi bien que des antagonismes durables. Comprendre ces relations dans leur globalité enrichit notre regard sur cette époque et sur la manière dont des mondes apparemment opposés ont pu cohabiter et s'influencer mutuellement. Cette analyse conduit naturellement à s'intéresser aux conséquences à long terme de ces rencontres, ainsi qu'aux transformations qu'elles ont provoquées dans les sociétés européennes et orientales. Le prochain chapitre étudiera ces évolutions, notamment l'impact des croisades sur les structures politiques, économiques et culturelles des régions concernées. La deuxième croisade et ses résultats. La deuxième croisade constitue un épisode important des croisades médiévales, marqué par des attentes élevées et des résultats décevants. Elle a été motivée principalement par la prise d'Édesse par les forces musulmanes, un événement qui a profondément affecté le monde chrétien d'Occident. Édesse représentait à l'époque un bastion stratégique et symbolique situé dans la région de la Syrie actuelle. Sa chute a été perçue comme une menace directe au territoire latin établi au Proche-Orient. C'est dans ce contexte que le pape Eugène III a lancé un appel à la croisade en l'an de grâce 1149, espérant rassembler une armée capable de renverser la situation. Les rois Louis VII de France et Conrad III d'Allemagne ont répondu à cet appel, conduisant leurs armées vers l'Orient. Le contexte politique en Europe rendait cette expédition à la fois complexe et ambitieuse. Ceux qui prenaient la croix nourrissaient l'espoir de restaurer la sécurité et l'influence des États croisés en Terre Sainte, ainsi que de renforcer leur prestige personnel. La mobilisation s'est donc faite dans un esprit à la fois religieux et politique, avec des attentes élevées d'un succès rapide. Pourtant, la réalité du terrain se révéla bien différente des plans initiaux. Le trajet vers la Terre Sainte fut long et difficile pour les croisés. L'expédition allemande, menée par Conrad III, dut affronter des terrains accidentés, notamment en Anatolie, où les forces seldjoukides opposèrent une résistance certaine. Les difficultés logistiques et le manque d'expérience face à ce type de guerre ont conduit à de lourdes pertes. Louis VII, parti quelque temps après, rencontra aussi des conditions ardues durant son périple. Ces embûches initiales
ont faiblement entamé le moral des troupes et compromis l'efficacité de la croisade dès ses premières étapes. Une fois arrivé au Proche-Orient, le corps principal des croisés tenta de reprendre la ville d'Édesse, mais leurs efforts furent vains. Le manque de coordination entre les chevaliers occidentaux et les États latins installés sur place a constitué un frein majeur. L'absence d'une stratégie commune et les rivalités entre différents chefs militaires ont limité la capacité à exploiter les avantages initiaux. Par ailleurs, les dirigeants musulmans, bien organisés, capitalisèrent sur ces faiblesses pour renforcer leur défense. La bataille de Dorilé en Anatolie marqua une étape décisive, où les croisés subirent un échec important contre les Seldjoukides. L'échec à Édesse ne fut qu'une des déconvenues. Les tentatives pour capturer Damas, une autre ville clé, se révélèrent également infructueuses. Ce siège, entrepris en 1142, s'est soldé par un échec cuisant qui a sapé le moral des croisés. La ville était protégée par des murailles solides et une défense bien organisée. Le siège fut levé après plusieurs jours, faute de ressources suffisantes et face à la menace d'une contre-attaque. Cet échec a illustré les limites de la deuxième croisade et a remis en question la pertinence de la stratégie adoptée. Les difficultés rencontrées ne se limitaient pas aux batailles et aux sièges. L'éloignement des terres d'origine, le manque de ravitaillement et les conflits internes parmi les troupes ont considérablement nui à l'effort militaire. Le principe même de réunir des armées disparates venues de contrées différentes s'est avéré lourd à gérer. Ces défauts logistiques et organisationnels ont révélé une sous-estimation des défis que représentait une telle entreprise. Malgré la foi et la détermination affichées, la croisade n'a pas su surmonter ces obstacles. Sur le plan politique, la deuxième croisade a également eu des répercussions significatives. La méfiance croissante entre les souverains européens et les princes locaux du Levant a affaibli la coopération. La rivalité entre les différentes maisons dirigeantes a contribué au manque d'unité. Ces tensions internes ont empêché une exploitation efficace des ressources disponibles. En parallèle, la montée en puissance des forces musulmanes, notamment sous l'égide de Zengi, puis de son successeur Nur ad-Din, a renforcé la résistance contre les croisés. Une réflexion sur les causes de cet échec met également en lumière des questions culturelles et religieuses. Alors que la croisade était justifiée par une fervente dévotion, les différences entre les traditions occidentales et orientales ont parfois rendu difficile la coordination. Des incompréhensions et des attentes divergentes ont pesé sur les débats stratégiques. Par ailleurs, la sous-estimation des capacités militaires et politiques des adversaires musulmans a conduit à une vision idéaliste de la campagne, non adaptée à la réalité du terrain. Cet épisode de l'histoire des croisades est donc un exemple marquant de la complexité des conflits médiévaux. Il souligne que la force seule ne suffisait pas pour garantir la victoire. Les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles jouaient un rôle déterminant. La deuxième croisade, malgré son ambition, illustre les limites humaines face aux enjeux géopolitiques de son temps. La persistance des États croisés, après cet épisode, dépendait désormais de stratégies renouvelées et d'alliances mieux pensées. En conclusion, la deuxième croisade illustre une période où les attentes élevées n'ont pas correspondu aux résultats obtenus. La prise d'Édesse, la conduite des armées, les échecs au siège majeur et les tensions internes ont façonné une campagne décevante. Cependant, cet épisode ne marque pas la fin de l'engagement occidental en Terre Sainte, mais prépare le terrain à des croisades ultérieures qui essaieront de tirer des leçons de ces échecs. Le monde médiéval reste alors en pleine transformation, avec des défis toujours renouvelés pour ceux qui croient en une présence durable en Orient. Poursuivant l'exploration de cette histoire, il est possible d'aborder la troisième croisade et les événements qui en découlèrent. Saladin et la reconquête de Jérusalem. Saladin, figure centrale dans l'histoire des croisades, fut l'un des acteurs majeurs de la reconquête de Jérusalem à la fin du XIIe siècle. Né dans une famille kurde en l'an 1137, il gravit rapidement les échelons militaires et politiques sous la bannière de l'empire ayyubide. Sa montée en puissance coïncida avec une période où la région du Levant se trouvait profondément fragmentée, tant politiquement que militairement, ce qui offrait à des chefs déterminés l'opportunité de s'imposer. Initialement au service du gouverneur de Syrie, Saladin devint rapidement un commandant respecté. Après la mort de son oncle, il prit le contrôle de l'Égypte,
territoire alors en proie à des troubles internes. Par sa diplomatie et ses compétences militaires, il réussit à unifier des factions diverses sous son autorité. Cette consolidation permit de renforcer les forces musulmanes face aux États latins établis en Terre Sainte, fragilisés par des luttes internes. La reconquête de Jérusalem s'inscrit dans cette dynamique. La ville, tenue depuis presque un siècle par les croisés, représentait une valeur symbolique immense pour les deux parties. Pour Saladin, la reprise de la Cité Sainte se fit notamment après la célèbre bataille de Hattin en l'an 1177, considérée comme une victoire stratégique décisive contre les forces chrétiennes. Cette bataille permit d'affaiblir considérablement les positions croisées et de libérer la voie vers Jérusalem. Le siège de Jérusalem, mené avec une certaine modération, se conclut par la reddition de la ville sans destruction massive ni massacre, ce qui contraste avec les événements tragiques de la prise initiale par les croisés au début du XIIe siècle. Saladin privilégia des mesures favorisant la coexistence des communautés, permettant ainsi aux pèlerins chrétiens d'accéder aux lieux saints contre le paiement d'un tribut. Cette approche pragmatique renforça sa réputation de dirigeant juste, bien que fermement engagé dans la défense des intérêts musulmans. L'impact de la reconquête fut profond sur les relations entre l'Occident chrétien et le monde musulman. Elle entraîna une recrudescence des appels à de nouvelles croisades, galvanisant l'opinion publique européenne. Le roi Richard Cœur de Lion, l'un des figures emblématiques de la Troisième Croisade, se trouva face à Saladin dans une série de confrontations marquées par un respect mutuel rare dans ce contexte antagoniste. Les négociations finales aboutirent à un accord permettant la coexistence temporaire des deux camps, illustrant la complexité des enjeux politiques et religieux. L'héritage de Saladin dépasse la simple reconquête militaire. Il est perçu comme un symbole de résistance et d'unité dans le monde musulman, tout en étant tenu en haute estime par certains chroniqueurs occidentaux pour ses qualités humaines. Son règne permit également de stabiliser une région longtemps marquée par les conflits incessants, favorisant un certain degré de prospérité économique et culturelle. La dynastie Ayyubide, fondée sous son impulsion, maintint l'équilibre politique jusqu'à l'irruption de nouveaux acteurs dans la région. Ces événements marquèrent donc un tournant dans l'histoire des croisades. La figure de Saladin incarne une époque où la confrontation militaire se mêlait à des considérations diplomatiques et religieuses complexes. Son rôle fut déterminant pour redéfinir les relations entre deux mondes souvent perçus comme irréductiblement opposés. L'étude de cette période révèle combien la réalité historique dépasse fréquemment les simplifications traditionnelles. Une analyse attentive montre également que les croisades, malgré leur dimension guerrière, furent accompagnées de contacts culturels significatifs. Les échanges commerciaux, intellectuels et artistiques entre l'Orient et l'Occident se poursuivirent, influençant mutuellement les sociétés concernées. La reconquête de Jérusalem par Saladin n'interrompit pas ces dialogues, mais transforma plutôt les règles du jeu politique dans la région. Il convient aussi de rappeler que la mémoire des croisades varie selon les perspectives historiques et culturelles. Pour certains, elles symbolisent un épisode de conquête religieuse et de conflit, tandis que pour d'autres, elles représentent une période d'interaction privilégiant la diplomatie et l'adaptation. Cette double lecture invite à une compréhension nuancée des événements, libérée des simplifications manichéennes. L'impact de Saladin sur le récit historique ne s'arrête pas à son époque immédiate. Sa figure inspira de nombreuses représentations dans la littérature, l'art et même dans la culture populaire. Il est souvent évoqué comme un modèle de chef capable de concilier fermeté et humanité, ce qui continue de susciter un intérêt durable dans diverses traditions. Cette postérité témoigne de la richesse du personnage et de l'époque à laquelle il vécut. Ainsi, l'histoire de Saladin et de la reconquête de Jérusalem illustre les multiples facettes du temps des croisades. Elle offre un regard contrasté sur un moment où la confrontation militaire côtoyait les efforts de coexistence, où le pouvoir se construisait aussi à travers des compromis. Ces dynamiques constituent la toile de fond indispensable pour comprendre les événements qui suivirent, notamment les croisades ultérieures. Toutes ces considérations permettent de mieux saisir l'importance stratégique et symbolique de Jérusalem dans l'imaginaire des puissances médiévales. La ville n'était pas seulement un enjeu politique, mais aussi une source profonde de mobilisation spirituelle.
Ces dimensions expliquent pourquoi sa reconquête par Saladin déclencha autant de réactions à travers l'Europe et au-delà, façonnant durablement les relations interreligieuses. De cette période émergent des enseignements historiques précieux sur la nature du pouvoir, la gestion des conflits et les relations interculturelles. Saladin incarne à cet égard une figure complexe, à la fois militaire, politique et spirituelle, dont l'héritage invite à la réflexion sur la coexistence et la tolérance. Ses actions témoignent d'une époque où la diplomatie accompagnait la guerre, proposant parfois des solutions inattendues. À mesure que la dynastie ayoubide se consolida, les régions du Levant connurent une stabilité relative, favorisant un développement économique qui eut des répercussions au-delà des frontières locales. Les grandes routes commerciales reprirent vie, contribuant à l'échange d'idées et de biens entre diverses cultures. Cette période de calme relatif fut essentielle pour la transmission des savoirs et la préservation du patrimoine. Le contexte plus large des croisades montre que la rivalité entre chrétiens et musulmans s'inscrit dans une histoire longue et complexe. La figure de Saladin offre un point d'ancrage pour comprendre cet équilibre fragile. Sa stratégie combine une certaine ouverture avec des prises de position fermes, reflétant la diversité des approches possibles dans une période marquée par de nombreux conflits. Enfin, la reconquête de Jérusalem reste une étape clé dans les relations entre Orient et Occident. Saladin y joua un rôle déterminant, grâce à sa capacité à rassembler et à diriger dans une période difficile. La richesse de cette histoire dépasse les simples faits militaires pour embrasser des dimensions humaines, culturelles et politiques profondes. Cette continuité prépare le terrain pour les épisodes suivants dans la saga des croisades. La troisième croisade et les tentatives de réconciliation. La troisième croisade débute dans un contexte de tension majeure entre les royaumes chrétiens d'Occident et les forces musulmanes contrôlant la Terre Sainte. Cette campagne militaire s'engage après la chute de Jérusalem aux mains de Saladin, en l'an 1187. La perte de cette cité symbolique provoque une onde de choc profonde à travers l'Europe, suscitant une mobilisation sans précédent autour de la nécessité de la reconquête. Parmi les figures majeures de cette croisade figurent 3 monarques européens dont les ambitions et personnalités façonnent en grande partie le déroulement du conflit. Le roi Richard d'Angleterre, surnommé Cœur de Lion, est reconnu pour sa détermination et son audace tactique. Philippe Auguste, roi de France, se distingue par son souci de l'ordre et par ses hésitations face aux complexités du combat lointain. Quant à l'empereur Frédéric Barberousse, sa contribution se révèle plus mitigée, marquée par un éloignement prématuré et des difficultés logistiques. L'enjeu politique est double. Il s'agit à la fois de reprendre les territoires stratégiques et de garantir la sécurité des pèlerinages chrétiens vers Jérusalem. L'équilibre des forces établies dans la région reste fragile, d'autant plus que Saladin apparaît comme un chef militaire habile et un diplomate prudent. Les affrontements directs lors de ce conflit se caractérisent par un mélange d'intensité et de tactique défensive, où chaque siège ou bataille pèse lourd dans la perspective générale. Sur le plan diplomatique, plusieurs tentatives sont entreprises afin d'éviter un effondrement total ou un affrontement prolongé au prix de pertes insoutenables. Des échanges entre les parties montrent une certaine volonté de négocier des trêves et des accords partiels. Ces dialogues sont souvent encadrés par des traducteurs et des envoyés officiels, cherchant à concilier des visions opposées tout en maintenant une relativité stratégique. Leur complexité souligne la difficulté d'arriver à une entente durable dans un climat de méfiance mutuelle. Richard Cœur de Lion, particulièrement habile dans la gestion des alliances, parvient à maintenir un équilibre temporaire en coopérant à la fois avec des puissances locales et avec ses vassaux. Toutefois, ces campagnes militaires sont marquées par une succession de succès et d'impasses. La prise d'Acre se constitue comme un événement central, représentant un siège long et éprouvant, mais aussi une victoire symbolique qui redonne espoir aux protagonistes chrétiens. Cette opération met aussi en lumière les limites de la coopération entre souverains. La présence de Philippe Auguste en Terre Sainte, bien que brève, influence notablement l'organisation des forces et la diplomatie en cours. Après avoir rallié l'armée croisée, il fait preuve d'une prudence mesurée qui contraste avec la fougue de ses alliés. Sa décision de rentrer en France avant la fin de la croisade traduit les tensions et les difficultés de maintenir une cohésion durable entre les chefs européens. Son départ modifie aussi l'équilibre politique, laissant à Richard un leadership plus affirmé dans la seconde phase du conflit.
Saladin, de son côté, déploie des efforts pour consolider ses positions tout en évitant un affrontement direct trop coûteux. Sa stratégie repose sur le maintien de zones tampons et sur la distribution contrôlée des ressources militaires. Sa capacité à rallier différents groupes tribaux et à gérer les rivalités internes se révèle déterminante pour la résistance musulmane. Il privilégie également les négociations, estimant que certains compromis pourraient préserver ses conquêtes tout en évitant des pertes disproportionnées. Le climat général de ce conflit illustre un équilibre fragile entre la volonté de reconquête et la reconnaissance des réalités du terrain. Malgré les ambitions et les ressources engagées, chaque camp se heurte aux limites imposées par la géographie, la logistique et les alliances mouvantes. Les épisodes militaires sont ponctués de pauses, durant lesquelles la diplomatie tente de reprendre le dessus. Cette alternance souligne l'importance accordée à la négociation, parfois plus que la seule force des armes. Cette troisième croisade ne se conclut pas par une victoire définitive, mais plutôt par un compromis pragmatique. Richard obtient des conditions avantageuses en ce qui concerne l'accès aux lieux saints, mais le contrôle intégral de Jérusalem reste hors de portée. Ce statu quo traduit une forme de reconnaissance tacite de la complexité à imposer une domination absolue dans une région aussi contestée. Le récit de cette campagne illustre ainsi la difficulté d'harmoniser objectifs politiques, impératifs militaires et limites du possible. L'étude des tentatives de réconciliation pendant cette période invite à appréhender la croisade non pas uniquement comme un conflit guerrier, mais aussi comme un moment de négociation délicate entre cultures et intérêts divergents. Les échanges effectués entre belligérants sont des témoignages précieux de la coexistence parfois conflictuelle d'impératifs religieux, politiques et stratégiques. Cette observation permet une approche plus nuancée que la simple opposition manichéenne souvent associée aux croisades. Il est également intéressant de noter que la vision européenne des croisades a souvent été influencée par des récits épiques, mettant en avant un héroïsme idéalisé. Or, l'analyse historique met en lumière des réalités beaucoup plus complexes, où les protagonistes doivent composer avec des contraintes multiples, parfois pragmatiques, parfois dictées par la nécessité de survie. La troisième croisade en est un exemple parlant, puisqu'elle mêle exploits militaires et longues négociations resserrant les marges de manœuvre. Le poids des enjeux religieux dans cette campagne ne saurait être sous-estimé. La dimension spirituelle justifie souvent les mobilisations, mais elle dialogue constamment avec les réalités politiques et stratégiques. Les représentants des différentes confessions témoignent d'une diversité de positions, allant du radicalisme à la modération. Cette complexité rend compte d'un contexte dans lequel la foi et l'intérêt géopolitique s'entrelacent étroitement, façonnant un climat d'incertitude et de choix difficiles. En définitive, la troisième croisade apparaît comme un moment de transition, où les visions initiales d'une reconquête totale laissent place à une appréciation plus mesurée des capacités de chaque camp. Cet épisode invite à comprendre les croisades sous l'angle d'un processus historique évolutif, marqué par des efforts continus de négociation et d'ajustement des ambitions. Le récit de ces événements illustre ainsi une réalité humaine complexe, loin des récits épiques traditionnels et davantage centré sur l'interaction pragmatique des acteurs. Ce regard porté sur la troisième croisade ouvre une perspective enrichissante quant à la manière dont les conflits médiévaux peuvent être appréhendés. Il met en valeur non seulement les aspects militaires, mais surtout la dynamique politique et diplomatique qui l'accompagne. L'examen de ces éléments nourrit une compréhension plus complète des croisades, au-delà des images habituelles marquées par la violence et le sacrifice. Cette analyse favorise ainsi un regard plus apaisé et réfléchi sur une période mouvementée. Alors que cette histoire trouve ici une forme d'aboutissement, il devient pertinent de se pencher sur les suites de ces événements. Les campagnes suivantes et les transformations politiques qui en découlent dessineront un paysage nouveau. Elles présenteront à la fois des continuités et des ruptures, témoignant de l'adaptabilité des acteurs et des évolutions des stratégies. Ce passage ouvre une nouvelle étape dans le récit des croisades, invitant à poursuivre l'exploration attentive des complexités médiévales. Les croisades mineures et leur impact. Les croisades mineures qui ont suivi les grandes expéditions armées du Moyen-Âge ont souvent été éclipsées par les célèbres campagnes initiales, mais leur impact politique, économique et culturel mérite une attention approfondie.
Ces croisades dites mineures se sont déroulées sur plusieurs décennies, continuant les efforts pour contrôler des territoires stratégiques en Terre Sainte et aux marges du monde chrétien et musulman. Leur influence s'est manifestée non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans la transformation des structures sociales et commerciales de la région, ainsi que de l'Europe. Après les 4 grandes croisades initiales, la dynamique de ces interventions a changé. Moins spectaculaires, elles ont néanmoins contribué à un échange constant entre différentes civilisations. Ces campagnes, parfois organisées sous la forme d'expéditions limitées ou d'expéditions locales, ont souvent été déclenchées par les besoins défensifs des États croisés ou par la volonté de soutenir des alliés chrétiens menacés. La diversité des acteurs impliqués traduit une complexité des motifs religieux, politiques et économiques. Sur le plan politique, ces croisades mineures ont joué un rôle important dans la consolidation des États latins en Orient. Elles ont parfois permis de reconquérir des cités essentielles, de renforcer des alliances et d'assurer une certaine stabilité dans des régions fragiles. Toutefois, leurs résultats ont souvent été fragiles et éphémères, en grande partie à cause de la résistance locale persistante et des luttes internes entre seigneurs occidentaux. Cette instabilité a durablement influencé la diplomatie et les équilibres de pouvoir dans le bassin méditerranéen. L'économie a également été un vecteur majeur à travers lequel ces croisades ont marqué l'histoire. Le commerce maritime s'est intensifié, notamment grâce à la participation des cités italiennes telles que Venise, Gênes et Pise. Ces puissances urbaines ont su tirer profit de la situation pour s'implanter durablement dans la région, créant des comptoirs commerciaux et établissant des routes nouvelles reliant l'Europe, le Proche-Orient et même l'Asie. Cet essor commercial a impulé des transformations économiques importantes tant en Orient qu'en Occident. La diffusion des connaissances et des savoirs a aussi été notable. Au contact des cultures musulmanes, byzantines et arméniennes, les Européens ont redécouvert des textes anciens et des sciences qui avaient été relativement oubliées en Occident. Cette transmission a contribué aux prémices de la Renaissance, en favorisant un renouvellement intellectuel et philosophique. Ainsi, même des campagnes militaires jugées mineures ont eu des répercussions majeures dans l'histoire culturelle. Par ailleurs, il est essentiel de noter que les croisades mineures englobent une variété d'expéditions, dont certaines moins connues comme la croisade des enfants ou les diverses expéditions dans la péninsule ibérique et les régions baltes. Bien que leurs objectifs spécifiques aient différé, elles partageaient souvent le même idéal de défense et d'expansion de la chrétienté face à des adversaires perçus comme menaçants. Ce contexte religieux explique en grande partie la persistance de ce phénomène sur plusieurs siècles. Le poids des mythes associés à ces croisades a parfois occulté la complexité des réalités historiques. S'il est vrai que certaines campagnes ont suscité des élans fervents et des exploits retentissants, la majorité des opérations reflétaient aussi des affrontements ordinaires, des négociations prudentes et des échanges culturels fréquents, même avec les Safata Kostapked, Forces Adverses. Cette nuance est importante pour comprendre la portée réelle de ces croisades mineures dans un contexte historique global. À mesure que le temps avançait, la nature des croisades s'est transformée, mêlant des objectifs religieux à des ambitions politiques et économiques plus pragmatiques. Ces évolutions ont conduit à une redéfinition du rôle des États croisés, ainsi qu'à une ouverture progressive vers des formes de coexistence et de compromis avec les populations locales. Le poids de ces adaptations se lit dans les archives, les traités et les vestiges matériels retracés par les historiens contemporains. Les conséquences à long terme sont multiples. À court terme, certaines croisades ont permis un regain momentané de contrôle chrétien sur des territoires. Sur le plan économique, elles ont amené la multiplication des échanges commerciaux et une meilleure connaissance géographique. Cependant, au plan religieux et culturel, elles ont laissé un héritage ambivalent, marqué par des tensions durables, mais aussi par des influences croisées, partiales mais révélatrices d'une histoire partagée entre les mondes. En somme, ces campagnes souvent jugées secondaires ont contribué à façonner non seulement les contours géopolitiques du Moyen-Âge, mais aussi le tissu social et économique d'une région clé entre l'Europe et l'Asie. Elles ont provoqué des transformations profondes qui ont perduré bien au-delà de leur époque, préparant le terrain aux évolutions futures qui allaient marquer le début de l'ère moderne. Cette perspective invite à reconsidérer l'importance de ces croisades dans une approche équilibrée,
dépassant une lecture strictement militaire ou religieuse pour intégrer une compréhension plus large des interactions humaines, des dynamiques économiques et des échanges culturels. Cela ouvre la voie à une analyse globale, où chaque élément joue un rôle essentiel dans la chronologie de l'histoire. C'est dans cet équilibre subtil que les croisades mineures trouvent leur vraie place, entre guerre et diplomatie, entre conflit et collaboration, entre l'essor commercial et la consolidation politique. Ce rappel est crucial pour bien situer leur impact réel, loin des clichés et des imaginaires populaires trop souvent simplifiés, et pour mesurer ainsi la complexité des héritages laissés. En poursuivant cette exploration, il sera pertinent d'examiner comment ces transformations ont préparé les conditions pour les événements à venir, notamment la fin des États latins d'Orient et l'évolution des rapports entre Occident et Orient dans la période post-croisade. Cette approche permettra d'affiner la compréhension de ce long chapitre de l'histoire médiévale, en soulignant les continuités et ruptures marquantes. Ainsi, la transition vers l'étude des dernières phases des croisades et de leurs répercussions sociales et culturelles s'annonce comme une étape naturelle. Elle permettra de mieux saisir les mécanismes qui ont déterminé les évolutions complexes, en soulignant que chaque épisode est une pièce indispensable du vaste puzzle que constitue la mémoire commune des civilisations concernées. Les mythes autour des croisades. Les croisades, souvent perçues à travers le prisme de récits populaires et d'interprétations modernes, suscitent de nombreux mythes qui méritent une lecture plus neutre et factuelle. L'idée que ces expéditions étaient uniquement motivées par une volonté religieuse pure, par exemple, simplifie une réalité beaucoup plus complexe, impliquant des facteurs économiques, politiques et sociaux. Ainsi, il convient de replacer les croisades dans leur contexte historique sans ajouter de couches narratrices émotionnellement chargées. Initialement lancées à la fin du XIe siècle, les croisades avaient pour but premier la reconquête de lieux considérés comme sacrés, en particulier Jérusalem. Cependant, cette volonté religieuse s'accompagnait d'ambitions territoriales et commerciales, notamment autour des routes de l'Orient méditerranéen. Les motivations des différents participants étaient multiples et ne se limitaient pas à une foi inébranlable, ce qui dément l'image uniforme souvent propagée. L'image du chevalier croisé en armure brillante, héros conquérant, est également un mythe véhiculé surtout par la littérature et le cinéma ultérieurs. En réalité, nombre de croisés étaient des paysans, des marchands ou des nobles moins glorieux, dont les expériences variaient largement. Les conditions de vie durant ces longues campagnes étaient rudes, les épidémies fréquentes et la logistique parfois déficiente, bien loin d'un récit héroïque continu. Un autre mythe courant est celui d'une opposition exclusivement binaire entre chrétiens et musulmans, dans un affrontement culturel et religieux strict. Or, ce conflit constitue un épisode parmi d'autres dans une époque marquée par des alliances croisées, des échanges commerciaux et culturels approfondis. Plusieurs personnages musulmans, chrétiens et juifs, interagissaient dans des relations parfois coopératives ou diplomatiques, ce qui nuance largement la vision manichéenne. La notion que les croisades auraient directement provoqué une rupture définitive entre l'Orient et l'Occident doit aussi être relativisée. Si ces expéditions ont sans doute exacerbé certaines tensions, elles n'ont pas empêché de futurs échanges et influences réciproques, notamment dans les domaines du savoir, de l'artisanat et de la pensée. Le mouvement culturel complexe entre ces zones géographiques demande une approche nuancée. Les conditions politiques internes en Europe jouèrent un rôle capital dans la genèse et le déroulement des croisades. Des rivalités locales, des luttes de pouvoir et des pressions sociales s'entremêlèrent avec les appels religieux pour créer une dynamique particulière, qui ne peut être réduite à un simple cadre idéologique. Comprendre ce contexte permet d'appréhender ces événements avec plus de profondeur. La médiatisation ultérieure des croisades a souvent accentué des éléments dramatiques ou symboliques au détriment d'une analyse factuelle précise. Les récits populaires ont forgé une image romantique ou épique parfois éloignée des réalités historiques. Une réalité qui mérite d'être interrogée pour éviter une lecture biaisée. Quelques sources contemporaines témoignent de cette diversité d'expériences entre espoir, souffrance et résultats variés. Par ailleurs, les croisades ne furent pas un phénomène isolé, mais s'inscrivent dans une longue série de mouvements similaires à travers l'histoire, où des motivations religieuses croisent des intérêts politiques et économiques. En cela,
Elle partage des traits avec d'autres campagnes militaires antérieures ou ultérieures, ce qui invite à envisager ces événements dans un cadre plus global. L'analyse des conséquences des croisades révèle aussi une diversité d'effets. Au-delà des pertes humaines importantes et des bouleversements géopolitiques, elles ont favorisé la transmission de connaissances scientifiques, médicales et philosophiques, parfois absentes en Europe. Ces transferts enrichirent progressivement certaines sociétés occidentales, contribuant à des transformations culturelles profondes. Plusieurs idées relatives à une homogénéité ethnique ou religieuse irréductible des protagonistes sont également à nuancer. Les croisades confrontèrent des réalités pluriculturelles où plusieurs groupes coexistaient. Dans certains cas, les échanges interethniques et interreligieux se poursuivirent au-delà des combats, ce qui relativise une opposition figée et ouvre à une compréhension plus souple des identités en jeu. L'étude précise des sources historiques montre que les motivations des divers acteurs différaient souvent selon leur position sociale et géographique. Certains cherchaient uniquement à protéger des intérêts locaux, d'autres visaient des gains territoriaux ou matériels. Ces objectifs variés complexifient toute tentative de description simpliste des croisades en une seule cause ou en un seul but affiché. Enfin, le souvenir des croisades a été instrumentalisé à diverses époques, parfois pour justifier des conflits modernes ou des revendications identitaires. Cette utilisation politique et idéologique crée un écran entre les faits historiques et leur réception actuelle. Il est donc essentiel de distinguer l'événement historique lui-même des interprétations postérieures afin d'éviter des amalgames peu rigoureux. Dans cette perspective, la compréhension des croisades comme phénomène historique ne doit pas s'appuyer sur des jugements manichéens, ni des stéréotypes exagérés. Au contraire, leur étude nécessite un regard attentif et équilibré, prenant en compte tant les données documentées que les héritages complexes qu'elles ont laissés. Ce travail critique contribue à une meilleure connaissance de cette période qui continue à influencer notre mémoire collective. Selon les sources, les chiffres relatifs à la participation et aux pertes varient, reflétant des réalités difficiles à établir avec précision aujourd'hui. Cette incertitude invite à la prudence dans l'usage des statistiques, pour éviter d'alimenter des idées toutes faites ou exagérées sur l'ampleur et la nature des croisades. Un exercice critique nécessaire à une histoire honnête. En somme, les croisades apparaissent comme un phénomène multidimensionnel mêlant foi, pouvoir, économie et culture, loin des caricatures que l'on rencontre fréquemment. Leur héritage est à la fois riche et contradictoire, nécessitant un examen constant afin de mieux comprendre ses implications historiques et contemporaines. Ce regard approfondi permet de dépasser les récits simplistes qui obscurcissent souvent son étude. La déconstruction de ces mythes ouvre la voie à une exploration plus riche de cette période, où chaque événement doit être replacé dans son contexte spécifique. Cette approche aide à reconnaître la diversité des voix et des expériences au sein des croisades, ainsi qu'à mesurer leur portée réelle sur le développement des relations entre Orient et Occident. Cette analyse contribue à progresser vers une histoire plus nuancée, moins sujette aux passions ou aux exagérations populaires. Elle prépare aussi à envisager les croisades dans la continuité d'autres épisodes historiques, tout en éclairant leur rôle particulier dans la formation du monde médiéval et de ses héritages actuels. Un cheminement intellectuel apaisé qui incite à poursuivre la réflexion dans les chapitres suivants. Les conséquences durables des croisades. Les croisades ont laissé des traces durables qui vont bien au-delà des batailles et des conquêtes. Leur impact s'est révélé profond et complexe, touchant à la fois les sociétés européennes et moyen-orientales sur plusieurs plans essentiels. Leurs conséquences s'étendent à la culture, au commerce, aux échanges intellectuels et aux relations interculturelles, façonnant le monde médiéval et préparant le terrain pour les transformations futures. Analyser ces effets éclaire notre compréhension de l'histoire de cette période cruciale. Tout d'abord, la dimension culturelle des croisades mérite une attention particulière. Ces expéditions ont provoqué une rencontre prolongée entre l'Occident chrétien et le monde islamique. Les croisés rapportaient à la fois des connaissances, des objets, des pratiques jusqu'alors inconnues ou peu répandues en Europe. Par exemple, les traités scientifiques, notamment dans les domaines de la médecine, de l'astronomie et des mathématiques, sont progressivement introduits en Occident, souvent grâce aux traductions d'œuvres arabes. Ce transfert de savoir a contribué à un renouvellement intellectuel, préfigurant la Renaissance plusieurs siècles plus tard.
Dans le domaine artistique, l'influence orientale se manifeste également. Les motifs décoratifs, les techniques artisanales et certains styles architecturaux font leur apparition en Europe. L'art roman évolue, laissant parfois place à des éléments que l'on associe aujourd'hui au style gothique. Ces emprunts se veulent aussi une expression des nouvelles réalités interculturelles et témoignent d'un goût élargi. Il serait cependant erroné de limiter cet échange à une simple admiration ou imitation. Il s'agit aussi d'un processus de transformation et d'adaptation aux contextes locaux. Par ailleurs, les croisades ont eu un rôle significatif dans le développement du commerce entre l'Orient et l'Occident. Des routes commerciales anciennes sont réactivées ou consolidées, facilitant le déplacement des marchandises comme la soie, les épices, le sucre et les pierres précieuses. Les ports méditerranéens, tels Venise, Gênes et Marseille, gagnent en importance et prospèrent grâce à cette nouvelle dynamique économique. La circulation de produits et de capitaux entre les deux rives contribue à une interconnexion croissante des économies régionales. Le commerce ne se limite pas au simple flux matériel. Il implique aussi des échanges d'idées et de pratiques commerciales. Les techniques bancaires, par exemple, connaissent un développement certain et se diffusent plus largement en Europe. Les lettres de change, les partenariats commerciaux et d'autres formes d'associations économiques prennent de l'ampleur. Ces innovations financières sont également liées à la complexification des échanges et au besoin de gérer des opérations à grande échelle sur plusieurs territoires. Sur le plan social, les croisades ont modifié certaines structures et mentalités. Le départ massif de la noblesse vers les expéditions militaires a parfois contribué à des changements dans la gestion des domaines et des seigneuries. L'absence temporaire de nombreux seigneurs a donné l'occasion à certains vassaux ou membres du clergé d'accroître leur influence locale. En même temps, les croisades ont renforcé l'importance de l'Église en tant qu'institution capable de mobiliser et d'orienter la société vers un objectif commun. La mémoire collective des croisades a aussi façonné la culture européenne sur le long terme. Ces événements sont devenus des références dans la littérature épique et les arts, parfois détournés ou réinterprétés pour servir différentes causes. Cette construction culturelle a alimenté des visions idéalisées ou conflictuelles de cette époque, contribuant à définir une certaine identité chrétienne européenne. La dimension symbolique et idéologique des croisades s'est ainsi inscrite durablement dans la conscience collective. Du côté moyen-oriental, les croisades ont également eu des répercussions significatives. Bien que souvent perçues comme une intrusion violente, elles ont suscité des réponses politiques, militaires et culturelles complexes. Certaines dynasties musulmanes ont consolidé leur pouvoir en réaction à la menace croisée, tandis que d'autres ont tiré parti des interactions pour échanges culturels. De plus, les contacts prolongés ont parfois favorisé des pratiques d'échange pacifiques, notamment dans les domaines économiques et artistiques. Un autre aspect important concerne les relations interreligieuses. Les croisades ont accentué les tensions entre chrétiens, musulmans et juifs, parfois avec des épisodes de violence et d'intolérance. Toutefois, elles ont aussi ouvert des espaces de dialogue et de coexistence, certes limités mais réels, dans certaines cités sous domination croisée. Ces dynamiques ont laissé des traces dans le temps, influençant les rapports entre communautés pendant plusieurs siècles. Enfin, la portée symbolique des croisades a dépassé leurs limites militaires immédiates. Elles ont contribué à la formation d'un imaginaire collectif autour de la notion de guerre sainte et de sacrifice religieux. Ces idées ont nourri, à la fois, les engagements individuels et les politiques étatiques dans le monde chrétien. Elles ont par ailleurs servi de référence pour des conflits ultérieurs, modifiant la manière dont la guerre et la religion interagissent dans l'histoire européenne. L'observation attentive de ces divers aspects révèle une interconnexion des phénomènes historiques associés aux croisades. Leur héritage complexe ne peut être réduit à une simple narration de victoires ou de défaites. Il engage des processus de transformation culturelle, économique, sociale et idéologique qui ont contribué à façonner les contours du monde médiéval et au-delà. Ce panorama élargi permet de mieux comprendre l'écho durable de ces grandes expéditions. Cette réflexion sur les conséquences des croisades ouvre la voie à une autre dimension essentielle de cette histoire, celle des interactions quotidiennes et des échanges humains, que nous approfondirons dans le chapitre suivant. Réflexion finale sur l'histoire des croisades. Les croisades constituent un chapitre complexe et souvent controversé de l'histoire médiévale,
marquée par une série d'expéditions militaires entreprises, principalement au XIIe et XIIIe siècles. Ces campagnes répondirent à des motivations diverses qui dépassaient largement la simple conquête territoriale, elles témoignant d'une époque où la religion, la politique et l'économie étaient étroitement imbriquées. D'un point de vue historique, elles illustrent le combat pour le contrôle des lieux saints situés en Terre Sainte, mais aussi la dynamique des sociétés européennes et du Moyen-Orient. Au cœur des croisades se trouvait la volonté proclamée de récupérer Jérusalem, une cité de valeurs sacrées pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. La première croisade fut lancée au terme du XIe siècle, à l'appel du pape Urbain le II lors du concile de Clermont. Ce mouvement suscita un grand élan de dévotion, mais également la mobilisation des nobles et des chevaliers désireux d'acquérir des terres et des richesses. La conflagration qui s'ensuivit entraîna la fondation de plusieurs États latins en Orient, parmi lesquels le royaume de Jérusalem. Les croisades ne furent pas une simple série de batailles, mais aussi un vecteur de contact entre différentes cultures. Elles permirent notamment un échange de connaissances scientifiques, de technologies et d'idées. Ainsi, malgré la violence inhérente aux campagnes militaires, ces interactions ont influencé la pensée européenne, notamment par le biais de la transmission d'ouvrages arabes sur la médecine, l'astronomie ou la philosophie. Ce phénomène est révélateur de la complexité et des paradoxes de cette période. Toutefois, la réalité des croisades est souvent détournée par des mythes populaires qui ont tendance à simplifier ou à exagérer certains aspects. Il est important de rappeler que les motivations des acteurs étaient multiples, allant de la foi religieuse à des calculs politiques et économiques. De plus, les conséquences furent loin d'être uniformément positives ou négatives, variant selon les régions et les acteurs impliqués. Les guerres ont occasionné des souffrances profondes, mais elles ont également contribué à la redéfinition des relations entre les mondes chrétiens et musulmans, ainsi qu'à la formation de nouvelles identités. La succession des croisades montre une évolution progressive des objectifs et des méthodes. Les premières campagnes furent caractérisées par un enthousiasme religieux intense, tandis que les croisades ultérieures témoignèrent d'un pragmatisme accru, parfois teinté d'opportunisme. Cette mutation reflète les changements majeurs qui affectaient l'Europe à cette époque, comme la montée en puissance des monarchies et l'apparition de nouvelles forces économiques et militaires. Elle permet aussi de comprendre pourquoi les croisades, malgré le renforcement d'États chrétiens en Orient, n'aboutirent pas à un contrôle durable. Les croisades eurent un impact profond sur les sociétés européennes. Elles modifièrent l'organisation militaire avec l'apparition de l'ordre des Templiers ou des Hospitaliers, influencèrent la pensée religieuse et provoquèrent des transformations dans l'économie par l'ouverture de routes commerciales nouvelles. Le regard porté sur l'Église et la noblesse évolua, ainsi que sur les relations entre les différentes classes sociales. Le phénomène des croisades doit donc être envisagé dans sa globalité, comme un moment clé d'une Europe en mutation. Par ailleurs, ce vaste épisode historique influencia également les territoires du Proche-Orient, affectant durablement les équilibres politiques et sociaux. L'arrivée des croisés provoqua des réactions de défense et parfois de coopération entre les divers pouvoirs musulmans, de même qu'une réorganisation des gouvernements locaux. L'héritage des croisades dans ces régions est complexe, mêlant souvenirs de conflits à des brassages culturels et religieux qui persistèrent bien après la fin des campagnes. En résumé, les croisades ne sauraient être réduites à un simple affrontement religieux. Elles représentent un mécanisme de transformation historique où se croisent, se heurtent et se mêlent des forces variées telles que la foi, la puissance, les intérêts économiques et les échanges intellectuels. Leur étude invite à perpétuer une réflexion nuancée qui dépasse les caricatures élémentaires pour mieux comprendre les dynamiques profondes qui ont modelé l'Europe et le Moyen-Orient contemporain. Le regard historique sur les croisades doit également intégrer la dimension symbolique et mémorielle. Ces épisodes sont devenus des références dans l'imaginaire collectif, alimentant des récits variés dans les cultures occidentales et orientales. Cet aspect témoigne de la persistance de leur impact, non seulement dans les faits historiques, mais aussi dans les représentations modernes. La complexité de ces croisades incite donc à une approche toujours renouvelée et critique. Cette rétrospective souligne enfin l'importance de poursuivre l'analyse des croisades à travers différentes disciplines. L'histoire, l'archéologie, l'anthropologie et les études littéraires
contribuent à éclairer des aspects souvent méconnus ou mal compris. Une compréhension plus complète permet de dépasser les verdicts simplistes pour apprécier la richesse d'une période marquée par des tensions, mais aussi par des échanges féconds. Cette démarche contribue à mieux saisir les complexités du passé et leur résonance dans les enjeux actuels. Alors que le temps a passé depuis les grandes campagnes militaires, la réflexion sur les croisades s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de dialogue entre cultures. Ce regard élargi invite à reconnaître les faits tout en considérant les aspirations et les souffrances de toutes les populations impliquées. C'est une invitation à comprendre que l'histoire est faite de nuances où les certitudes laissent place à l'examen critique et à la connaissance partagée. Cette perspective ouvre la voie à une appréciation plus équilibrée et humaniste. Ainsi, la mémoire des croisades continue de susciter des débats et des recherches passionnées. La richesse de cette histoire réside dans sa capacité à poser des questions fondamentales sur les motivations humaines, les limites du pouvoir et la complexité des relations interculturelles. Le poids de ces événements reste une source d'enseignement pour envisager la construction de paix et de coexistence dans un monde marqué par la diversité. C'est dans cette conscience que l'étude historique trouve sa raison d'être. En quittant cette réflexion sur les croisades, il apparaît clair que leur portée dépasse le cadre des seules batailles. Leur influence s'étend sur plusieurs siècles, façonnant non seulement des territoires, mais aussi des mentalités. Leur étude invite à une vigilance intellectuelle qui refuse les simplifications et privilégie la compréhension profonde. Cette synthèse donne matière à poursuivre le voyage dans l'histoire, en explorant d'autres épisodes aussi riches en enseignements. La complexité des croisades illustre parfaitement la dynamique historique où les événements se jouent sur plusieurs plans, mêlant idéas, ambitions et circonstances. Cet échange entre passé et présent montre que les histoires anciennes alimentent les réflexions contemporaines. C'est avec cette approche que l'histoire continue d'éclairer notre compréhension du monde actuel, respectant la richesse et la singularité de chaque époque. Ce passage à la suite permettra d'approfondir ces thématiques sous un autre angle, en poursuivant ce chemin réflexif.